Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on va profiter de ce live pour parler des EDN, pour la plupart pour la promo qui est actuellement en quatrième année de médecine. On va voir les nouvelles modalités, on va parler de la réforme du deuxième cycle et on va aussi parler de ce que ConfPlus peut vous apporter dans cette préparation aux EDN. Donc, comme vous voyez le titre, les ECOS, les TCS, les KFP, on aura tout ce qu'il y aura à ConfPlus. Globalement, pour reprendre, la réforme du deuxième cycle des études médicales, elle a été décidée pour plusieurs raisons, mais pour changer cette ECNI qui paraissait imparfait en tout cas. Et elle va être présentée, pour être le plus clair possible, sous trois formes sur le plan des examens. Vous aurez les EDN, les épreuves dématérialisées nationales, les ECOS, ces fameux examens cliniques à objectifs structurés dont vous connaissez désormais bien le nom. Et vous serez noté aussi sur votre parcours au sein de la faculté, au sein de votre externat. La répartition des points entre ces différentes modalités, elle varie selon les sources, mais globalement, on peut penser que les épreuves dématérialisées, ce qui correspond à l'examen écrit, va compter pour environ 60% de la note. Les ECOS, qui sont ces fameuses nouvelles modalités dont on va parler un peu plus tard, vont compter pour environ 40% de la note ou 30%. Et le parcours, lui, complétera avec 10% de la note. Donc, globalement, vous devrez vous préparer à la fois pour les épreuves dématérialisées nationales, à la fois pour les examens cliniques, et à la fois, vous devrez assurer votre parcours que vous avez déjà commencé. À partir de 2023 et même une promo de transition en juin 2023, vous aurez donc une organisation qui sera celle-ci. Vous rentrez en DF ASM 3 et très rapidement, dès le mois d'octobre, vous aurez l'épreuve dématérialisée nationale. Cette épreuve, dans les textes de loi, elle doit être réalisée avant la fin octobre. On verra en pratique ce qui se passe exactement, mais on peut avoir une idée du timing grâce à ça. À la fin de cette année de DFASM 3, vers juin, mai-juin, vous aurez ces fameux examens cliniques à objectifs structurés, les ECOS. Donc ça, c'est prévu pour mai. Le matching, c'est cette finalité, ce à quoi vous allez tous aspirer pour pouvoir devenir le spécialiste que vous voulez être dans la ville que vous voulez être. Globalement, votre note aux EDN sera rajoutée à votre note aux ECOS et à la note de votre parcours et vous pourrez choisir votre spécialité parmi 44 spécialités et votre ville parmi 23 villes. 28 villes, pardon. Pour vous expliquer un petit peu le matching, j'ai pris l'exemple de deux étudiants différents. Ces deux étudiants veulent tous être neurologues à Paris. Ils veulent tous les deux être neurologues à Paris. On va répartir et ils vont avoir un combat et on va voir leurs notes aux différents examens au fil de l'année. Les EDN, les ECOS et le parcours. Si le premier a 15 sur 20 aux EDN, 14 sur 20 aux ECOS et le parcours noté sur 60 points, j'ai pris un étudiant parfait puisque je suppose que vous allez tous avoir un parcours parfait. Et le deuxième étudiant a une note un peu moins bonne aux ECOS, fatalement, bien sûr. Le premier étudiant qui sera choisi pour avoir la spécialité neurologie à Paris sera le premier étudiant. Dans ce cas-là, pas de difficulté, le premier étudiant avait eu des notes meilleures que le deuxième étudiant. Ça correspond à peu près aux choix qui sont faits actuellement grâce aux ECNI. Prenons maintenant l'exemple de deux étudiants qui auraient le même parcours et les mêmes notes. Donc, le premier étudiant a 15 aux EDN, 14 aux ECOS, ce qui est le cas aussi pour le deuxième étudiant. C'est là qu'interviennent les modalités de rang A et de rang B. On va regarder le rang B de neurologie ou les rangs B qui ont été classés dans le DES neurologie comme essentiels et on voit la note qu'a l'étudiant dans ce rang B de neurologie. Si le deuxième étudiant a eu 15 en rang B neurologie alors que le premier a eu 12, cette fois-ci, alors qu'ils sont parfaitement égaux sur la note globale, c'est le deuxième étudiant qui sera préféré au premier étudiant. C'est ça le matching. C'est la différence principale avec le classement actuel qui répartit du premier au dernier les étudiants en fonction de leur note globale aux ECNI. La R2C, donc si on parle maintenant plus spécifiquement des EDN qui ont lieu en octobre, comme je vous le rappelle, puis on parlera dans un second temps des ECOS. Les EDN sont composés de 4 épreuves. Ces 4 épreuves sont de 3 heures. Vous avez 3 épreuves assez similaires qui sont réparties ici en bleu et une LCA qui présente des petites différences avec la LCA actuelle mais qui ne sont pas majeures.
Ces épreuves, chaque épreuve va être composée de 90 à 110 questions, avec soit des mini-dossiers, dont on va parler juste après, soit des questions isolées. La LCA, quant à elle, la différence avec actuellement, c'est qu'il y aura 2 articles. Un article dédié à de la clinique et un article dédié à de la physiopathologie. Chaque article, il faudra répondre à 13 ou 17 questions entre les deux et ça donnera la note à la LCA. La LCA, on ne va pas en parler grandement ce soir parce que globalement, les modalités sont similaires à celles que vous aviez pour les ECNI. Si on continue maintenant sur les modalités d'évaluation de ces épreuves-là, ces épreuves écrites qui durent 3 heures. Vous savez que depuis l'an dernier, la R2C a permis de hiérarchiser les connaissances en rang A et rang B. Pour rappel, on en a parlé tout à l'heure dans le matching, mais le rang A, c'est ce que tout médecin doit savoir. Vous ne pouvez pas passer à côté et donc vous devez valider un score minimal dans ces rangs A de 70%, soit 14 sur 20, pour pouvoir prétendre à continuer votre parcours dans l'année. Donc en octobre, si vous n'avez pas 14 sur 20, vous ne pouvez pas continuer. Vous devez passer des épreuves de rattrapage ou même redoubler. Pour le rang B, c'est toutes les modalités qu'un étudiant qui rentre à son premier jour d'internat doit connaître dans le DES qu'il a choisi. Un neurologue, tous les rangs B qu'il doit connaître au premier jour de son internat de neurologie. Il va servir surtout au matching, mais il sert aussi à la note globale des EDN. Bien sûr, un étudiant qui sera meilleur et en rang A et en rang B sera meilleur au classement général. Les modalités d'évaluation des connaissances, et c'est surtout ça qui change dans cette fameuse réforme du 2e cycle, c'est qu'il y a de nombreuses nouvelles modalités et on va en discuter chacune un par un pour que vous soyez bien au clair dessus. Il y a des mini-DP pour dossiers progressifs. C'est globalement l'équivalent des dossiers progressifs actuels, mais sous forme un petit peu réduite, un petit peu concentrée, entre 7 et 8 questions. On va en reparler juste après. Il y aura toujours des questions isolées. Dans ces mini-DP, dans ces questions isolées, on va retrouver des nouveaux examens, des nouvelles modalités que là, vous connaissez peut-être un petit peu moins et qui font l'objet de toute l'attention portée à cette réforme. Parmi ces nouvelles modalités, beaucoup d'acronymes dont on va reparler juste après. Les concordances de script, les zones à pointer, ZAP, les key feature problèmes, des problèmes clés à régler. Les mini-dossiers, ils servent à prendre en charge tout un parcours de patient, depuis son admission par exemple aux urgences jusqu'à la sortie d'hospitalisation. Vous devrez prendre en compte pourquoi il est arrivé, quels sont ses antécédents, quels examens vous devrez réaliser, etc. La différence avec les dossiers actuels, donc c'est toujours une vignette clinique initiale, une présentation d'un dossier d'un patient. Et par contre, il sera suivi de 7 à 8 questions. Ces questions, elles peuvent être sous différentes formes. Ça peut être soit des QCM que vous connaissez bien, soit des réponses courtes que vous tapez, soit des TCS, ces fameuses concordances de script, on va en reparler juste après, pas d'inquiétude, soit des zones à pointer. Ces mini-dossiers, l'objectif, c'est de choisir parmi parfois plusieurs réponses, les meilleures réponses. On va en reparler aussi juste après. Les questions isolées ont pour but de tester les connaissances théoriques pures. Ça, vous le savez, c'est l'équivalent des questions isolées actuelles. Elles pourront être soit sous forme de QRM, donc des réponses multiples, comme des QCM, sauf qu'on va vous dire ne cochez que 5 réponses, les 5 meilleures réponses. Donc, vous allez devoir hiérarchiser. Parfois, il y aura 8 réponses qui sont justes, mais on va vous demander de ne cocher que les 5 meilleures. Et il y a parfois des questions à réponse unique. Choisissez la meilleure réponse. Typiquement, vous êtes devant une embolie pulmonaire grave. Vous avez le choix entre une échographie, un scanner, des dédimères. Qu'est-ce que vous choisissez? Tout est bon. Vous pouvez tout faire pour les patients à différents moments. Mais là, on vous demande de n'en choisir qu'un. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous choisissez? On va enfin parler de ces TCS, ces fameux tests de concordance de script. Ils sont l'objet de beaucoup d'attention, ils sont même un peu débattus, on n'est pas certain de la modalité qu'ils prendront le jour des EDN, mais voici ce qu'on sait actuellement. Ils servent à évaluer le raisonnement clinique parce que si on demande à 10 médecins différents une prise en charge d'une embolie pulmonaire, eh bien les 10 en fait ne vont pas faire la même chose. Et il va falloir quand même considérer que ces 10 médecins ne font pas
des erreurs, ils ont tous une variation, une histoire de la médecine qui est différente et ils peuvent se tromper également. L'idée des TCS, c'est d'évaluer la prise de décision quand on est incertain. Donc globalement, ça se déroule comme ça. On vous donne une hypothèse, par exemple, vous pensez à une embolie pulmonaire, et puis on vous donne une information nouvelle. Mais vous apprenez que le patient est déjà traité par des anticoagulants. Est-ce que ça change votre idée de départ ou pas? Et là, vous devrez choisir entre 3, mais en vrai, ça va être 5 modalités. Mon hypothèse, elle est devenue moins probable à cause de l'information nouvelle. Mon hypothèse, elle n'a pas bougé. Par l'information nouvelle, je ne change rien. Ou mon hypothèse, elle est devenue plus probable par l'information nouvelle. Donc là, dans mon cas, j'ai une embolie pulmonaire suspectée, mais j'apprends que le patient était déjà sous anticoagulant. Donc maintenant, il semble moins probable que le patient ait une embolie pulmonaire. D'accord? Donc c'est ce schéma-là que vous devrez réaliser dans votre tête. La note que vous aurez à ces TCS, elle est un peu difficile à comprendre. En fait, cette question qui vient de vous être posée, elle est posée à 100 experts de la discipline. Ces 100 experts, ils ne vont pas tous répondre la même chose. Certains vont dire que les anticoagulants n'ont rien changé sur leur prise en charge. Ils pensaient à une embolie pulmonaire. Pour eux, ça ne change rien qu'il y ait des anticoagulants. Donc, ils vont quand même considérer que c'est une embolie pulmonaire. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'ont répondu ces 100 experts. S'il y en a 10 qui ont répondu que l'hypothèse était moins probable, s'il y en a 10 qui ont répondu que l'hypothèse était inchangée, et s'il y en a 80 qui ont répondu que l'hypothèse était plus probable, eh bien, vous allez avoir une note qui correspond à ce pourcentage-là. Si vous avez coché « mon hypothèse est devenue plus probable », vous aurez 80% des points, qui est la meilleure note possible à ce test de concordance de script. Si par contre, vous aviez coché « mon hypothèse est moins probable », vous n'auriez eu que 10% des points, parce que seuls 10 experts sur 100 ont répondu cette chose-là. Les KFP maintenant. Pierre-Antoine? Oui. Oui, je voulais juste interrompre par rapport au TCS parce que, euh, comme tu disais, il y a une petite incertitude sur le fait de leur présence pour l'examen classant. Exactement. Et cette diapo, elle illustre bien le pourquoi du comment. Hein. C'est-à-dire que, comme vous le savez, pour le concours, on va demander que les sujets soient parfaitement hermétiquement gardés et ne soient diffusés qu'à un nombre extrêmement restreint de personnes du Centre national de gestion ou du CNCI. Là, vous voyez que pour faire la grille des TCS, on est obligé de les diffuser à un certain nombre d'experts. Alors, même si on peut réduire de 100 à peut-être un petit peu moins, mais il y a un vrai problème de confidentialité structurelle sur les TCS si on veut les garder en même temps hyper confidentiels pour vous les passer en examen classant. Alors, autant c'est de très très bonnes modalités pour l'apprentissage de la médecine dans une ambiance cool et détendue et pédagogique, mais par contre, dans l'ambiance actuelle du concours qui est classant et qui est hyper bordé juridiquement, bah, c'est compliqué. D'où l'incertitude. Alors, nous, on va vous préparer au TCS parce que de toute façon, c'est hyper sympa et c'est intéressant. Et puis, ça représente vraiment la médecine au quotidien. Mais il y a la petite incertitude sur leur présence à l'examen classant. Voilà, c'était le petit laïus que je voulais faire par rapport à ça. Et juste, j'en profite pour vous présenter Pierre-Antoine, parce que Pierre-Antoine, il a démarré tout de suite. Pierre-Antoine, il est PH, il a plusieurs cordes à son arc. Il était dans les tout premiers du concours à son époque. Je crois que c'est le meilleur conférencier que j'ai connu et je m'inclus dans ceux qui sont en dessous de lui. C'est un gars qui a une puissance pédagogique incroyable et je suis très content de le remettre au premier plan dans le cadre de la réforme. Moi, je m'appelle Benjamin Bagère, j'ai créé ConfPlus il y a maintenant une vingtaine d'années et je n'ai jamais réussi à arrêter parce que j'adore l'enseignement. Et vous avez Olivier Varenne qui est… salut Olivier, qui est à Napat et qui est co-directeur pédagogique de ConfPlus, ainsi que Kevin et Arthur à la technique. En tout cas, nous trois, les trois docteurs, là, on est à fond sur la réforme avec vous pour essayer de vous préparer au mieux et de lever le maximum d'incertitudes pour que vous arriviez bien formés et zen. Voilà. Hop, fin de ma parenthèse, je coupe mon micro. Pas de souci. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, pour reprendre, on était au TCS. Donc, vous avez vu cette nouvelle modalité.
Tout ça, c'est pour vous expliquer la R2C, la réforme, mais après, on verra des exemples plus concrets et on verra comment nous, avec Conf+, on va pouvoir vous préparer à ces différentes modalités-là. J'imagine que c'est surtout ça qui va vous intéresser. Ces KFP, là, une nouvelle modalité encore, les Key Feature Problems, vraiment les points critiques, les points qui posent problème aux étudiants. Cette nouvelle modalité, c'est l'équivalent d'une vignette clinique comme un petit dossier avec une présentation d'un patient qui arrive aux urgences, qui est pris en charge à la maison, avec au moins une question à réponse courte qui va être demandée. Par exemple, vous suspectez un diagnostic principal, lequel, et vous devrez taper, je continue avec mon embolie pulmonaire. Ensuite, vous aurez des questions, et c'est ça qui va être différent des autres modalités d'examen, des QCM avec un menu court, entre 10 et 25 options de réponse, et des QCM avec un menu long, entre 25 et 500 options de réponse. À quoi ça sert? Globalement, l'idée, ça va être que on va vous demander quels examens biologiques faites-vous dans le cadre de ce bilan-là, et on va vous donner 500 possibilités. On va vous dire d'en choisir 15. Donc, il va falloir choisir les 15 meilleurs examens à faire dans ce cas-là. Vous voyez que vous allez être noyé d'informations comme on l'est au quotidien. C'est-à-dire que nous, on a la possibilité de réaliser tous les bilans qui existent au monde et pourtant, on en choisit quelques-uns. Alors, il y en a des très classiques, il y en a en médecine interne qui peuvent être beaucoup plus spécifiques. Et donc, il va falloir choisir parmi ces éléments-là. C'est une nouvelle modalité d'examen qui est franchement pas si difficile à comprendre, vous allez le voir, même si ça peut paraître un peu étonnant. L'idée va être de choisir la meilleure stratégie. Il y aura plein de choix possibles qui seront justes, mais il faudra se rapprocher au plus près de la meilleure stratégie. On va parler aussi maintenant des ECOS. Donc, on a fini avec la caractéristique des modalités de ces nouveaux EDN et on va parler des ECOS. Très rapidement, puisqu'on vous parlera, nous, de comment on peut vous préparer aux ECOS avec Conf+. Les ECOS, vous savez, c'est un circuit qui va être réalisé par l'étudiant. C'est un examen clinique qui va lui être demandé. Vous aurez une vignette de départ avec laquelle vous allez débuter. Par exemple ici, Monsieur X, sans antécédent, est admis aux urgences pour une dégradation neurologique. L'ECOS, c'est de vous demander d'évaluer son état de conscience à l'aide d'un score adapté. Vous allez devoir faire ça. Vous allez rentrer dans une pièce et vous verrez un vrai patient mimé par un acteur dont vous devrez réaliser ici le score de Glasgow par exemple. Vous savez que vous aurez au total 10 stations à réaliser pour les ECOS officielles, pour le vrai jour des ECOS. Ces ECOS, elles vont durer entre 7 et 10 minutes par station et vous devrez préparer 356 situations de départ. Donc, vous tomberez donc le jour J sur 10 stations parmi 356 situations de départ. Parmi les situations proposées pour les ECOS, il y a 11 domaines qui sont potentiellement évaluables. On peut les passer un par un, mais c'est un peu long. On peut vous demander de réaliser l'entretien d'un patient, l'interrogatoire d'un patient, de commenter les résultats d'examen qui vous sont présentés, d'éduquer le patient. Par exemple, vous devez utiliser un inhalateur pour de l'asthme. Je vous explique comment on va l'utiliser. Vous devez gérer une urgence vitale. Vous devez faire une annonce, par exemple l'annonce d'un cancer, et on va vous juger sur la facilité que vous avez à réaliser cette annonce. Il y aura des communications interprofessionnelles. Par exemple, vous devez appeler le chirurgien pour lui demander un avis. Vous devez réaliser un examen clinique. L'exemple que je vous ai présenté juste avant, vous deviez réaliser le score de Glasgow. Vous pourrez commenter une iconographie ou encore réaliser une procédure. Ça, c'est une vraie nouveauté, c'est-à-dire que vous devrez réaliser un geste. On peut imaginer une ponction lombaire, on peut imaginer une ponction artérielle pour valider votre examen clinique. Le but, c'est vraiment de valoriser cette fois-ci non pas les connaissances théoriques, mais les compétences de chaque étudiant. Et bien évidemment, les étudiants qui seront le plus allés en stage seront privilégiés dans cet exercice-là, puisqu'ils auront eu la visibilité de ça. Nous, on vous propose une méthode alternative à Conf+, pour vous former en ligne à ces ECOS, et je vais vous la présenter juste après. Globalement, un ECOS, il sera constitué d'un domaine principal parmi ces 11-là et d'un domaine secondaire. Le domaine principal, il comptera pour 70% de la note, par exemple une annonce d'un cancer après l'analyse de résultats d'examen.
vous devrez pour 70% réaliser l'annonce et pour 30% réaliser la lecture des examens. C'est un exemple. Voici un exemple de vignette clinique, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, qui vous permettra de rentrer dans la pièce. Vous savez que le parcours est celui d'un étudiant qui ne peut pas aller en arrière. Vous ferez à la suite vos 10 stations. Vous ne croiserez aucun de vos collègues et vous ne pourrez pas discuter avec eux, bien sûr, avant ou après l'examen. Les situations de départ de ces écosses, elles sont disponibles sur le site en ligne de l'UNES. Alors, j'espère que vous voyez actuellement mon navigateur. J'espère que vous pouvez me le confirmer. C'est bon. Donc, vous savez que vous avez sur ce site de l'UNES les items de connaissance des fiches LISA qui sont présentes. Et vous avez aussi les situations de départ des écosses. Vous pouvez cliquer et voir les différentes situations que vous pouvez avoir le jour des examens. Par exemple, dysnatrémie. Vous devrez analyser une dysnatrémie, expliquer aux patients. On voit dans les annonces, par exemple, puisque c'est vraiment vers ça que la R2C se tourne. On va chercher à former des médecins maintenant qui sont capables d'annoncer des maladies graves, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc, annonce d'une maladie chronique, annonce d'un diagnostic de maladie grave. Je finis avec un autre exemple, par exemple, dans les gestes. Je ne sais pas si j'en vois un rapidement, mais vous pourrez demander un certificat médical initial, rédiger une ordonnance de morphinique. Voilà le type d'écosse qu'on pourra vous demander. Alors, je vais essayer de repasser sur la présentation. Est-ce que c'est bon pour vous? Super. Un point rapide. J'ai pris une diapositive réalisée par la NEMF pour le parcours, mais je ne doute pas que tous les étudiants qui auront une conf de préparation et qui souhaiteront se préparer au mieux aux EDN feront un parcours exemplaire. Donc, vous savez qu'il faudra essayer d'avoir 60 points au parcours, qui est le maximum de points. Vous pourrez pour ça réaliser une mobilité pendant votre externat avec un stage Erasmus. Vous devrez valider des niveaux de langue. Vous pourrez réaliser des UE libres qui sont déjà proposés par les facultés. Vous pourrez réaliser un Master 2 qui valide directement le maximum de points ou réaliser une thèse de sciences. Chaque publication d'un article est très peu valorisée, mais elle vaut 10 points. Vous pourrez vous engager dans la vie étudiante pour 40 points, ou vous pourrez même travailler pour nous pour 10 points par mois, peut-être si Benjamin est d'accord. Nous, maintenant, je vais vous présenter les modalités qu'on a mises en place via Conf+, un site de conférence en ligne pour vous proposer le meilleur entraînement possible, que vous soyez le mieux formé pour réussir ces EDN et ces écosses. Je vous présente le site Conf+ tel qu'il est réalisé actuellement. Puis ensuite, je vous proposerai les nouvelles modalités qui sont parfois pas encore présentes sur le site. Parfois, vous avez pu déjà les découvrir pour que vous sachiez un petit peu comment ça se passe. Quand j'ouvre mon site Conf+, ce que je viens de faire là en direct, c'est le vrai site, je vais arriver sur ma bibliothèque de matières. Par exemple, moi, je suis anesthésiste réanimateur, donc je vais choisir l'anesthésie. Je vais avoir le choix de sélectionner l'item sur lequel je veux travailler. Dans cet item, je vais pouvoir apprendre une fiche de départ que je vous montrerai juste après. Par exemple, j'apprends la fiche de l'anesthésie locale et régionale, qui est une fiche qui est équivalente à celle des fiches LISA avec une présentation des items de rang A, de rang B, parfois même de rang C pour les étapes intermédiaires pour les ECNI 2023, afin que vous soyez formés au mieux pour le cours. Mais ça, le cours, ce n'est pas la force principale de Conf+. Dans cette bibliothèque, vous pourrez aussi vous préparer aux examens et donc vous pourrez voir différentes modalités d'examen, des exercices. Les dossiers progressifs, on verra les mini-dossiers progressifs, les questions isolées, mais aussi les écosses, les KFP, ces fameux Key Feature Problems, les mini-dossiers, on en a parlé, et très bientôt, les tests de concordance de script. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail en revenant à la présentation. Voici des exemples de fiches et je crois que Benjamin, tu voulais nous dire un mot sur les fiches préparées par Conf+, qui couvrent tous les items de l'EDN et de l'ECNI. Et oui, parce que là, je suis trop fier. Elles sont pas là, Pauline et Solène, nos éditrices. Mais voilà, on a les 2 premiers tomes qui sont sortis. C'est les fiches. En fait, il faut savoir que nous, depuis 18 mois, avec la sortie de tous les collèges, on a remis à jour entièrement nos fiches pour qu'elles soient adaptées à la réforme, donc rang A, rang B, rang C.
Bon, visuellement, on voit très bien, hein, le vert, c'est le rang B et le blanc, c'est le rang A. Il reste un petit peu de rang C parfois qui est en jaune. Vous retrouvez ça dans ces livres. Donc là, il y a 2 tomes qui sont sortis. Et voilà, elles m'ont dit de vous montrer ça. En fait, pour se repérer dans les matières, il y a des petits traits de couleur. Voilà, hop, hépatogastro-entéraux. Je vais à l'autre trait de couleur. Et hop, enfin bref, on change de matière de cette façon. Le tome 1 regroupe 5 matières et le tome 2, 4 autres matières. On les sort au fur et à mesure que les collèges de spécialité réformés, entre guillemets, sont sortis. Et je suis très, très fier de vous présenter ces ouvrages. Voilà. Bon, mais c'est les mêmes fiches que sur le site, hein. Voilà. En dehors de ces fiches, j'ai mis une petite vidéo en exemple, mais en dehors de ces fiches de cours qui sont des fiches écrites, comme vous en avez bien l'habitude, sur Conf+, vous retrouverez des topos vidéo qui sont sur différentes matières, différentes modalités. Par exemple, ici, on va parler des glomérulonéphrite rapidement progressive et de leur physiopathologie. C'est l'équivalent d'un cours de fac pour que ceux qui n'ont pas pu participer au cours ou ceux qui ont des difficultés dans une matière ou dans une spécificité en particulier puissent suivre ces cours-là. Mais ça, c'était du support de cours et ce n'est pas là la force principale de Conf+. La force principale de Conf+, c'est de s'adapter à cette nouvelle réforme avec la création de mini-dossiers progressifs. Je vais vous donner un exemple de ces fameux mini-dossiers progressifs. On va aller directement sur le site Conf+. J'espère que vous voyez mon écran de web. Vous pouvez me le confirmer? Alors, c'est celui-ci. Donc, par exemple, ici, un mini-dossier qui a été créé pour l'exemple. Vous recevez en consultation une jeune patiente de 15 ans qui souhaite débuter une contraception hormonale. Elle pèse 64 kg pour 1,74 m. Ses premières règles sont à l'âge de 10 ans. Elle a déjà eu des rapports sexuels, les cycles sont réguliers, il n'y a pas de plainte fonctionnelle, elle ne consomme aucun toxique. La question 1, que doit obligatoirement comporter votre examen clinique à ce stade? Est-ce qu'il doit comporter une palpation mammaire, une prise de pression artérielle, un examen cutané, un prélèvement cervico-utérin ou un toucher vaginal? Alors, je ne suis pas du tout gynécologue, mais je vais proposer mes réponses qui parfois seront fausses, mais au moins, ça nous montrera un peu comment marche le site. Vous enregistrez vos réponses et vous passez à la deuxième question, exactement comme le jour de l'évaluation des EDN. Vous recueillez les antécédents familiaux, parmi les suivants, lesquels contre-indiqueraient la contraception. Une ou plusieurs réponses sont exactes. Est-ce qu'un cancer du sein ou une thrombose veineuse, par exemple, sont des contre-indications à la contraception œstroprogestative? Et on va continuer comme ça au fil des questions. Quels sont les cancers, par exemple le cancer du sein, dont le risque est augmenté par la pilule œstroprogestative? Si je continue, on fait rapidement les 8 questions pour que vous voyez la modalité de correction. Il n'y a pas de contre-indication à la contraception hormonale. Quelles sont les contraceptions que vous pouvez prescrire en première intention? Par exemple, je vais proposer un patch contraceptif qui ne me semble pas être la bonne réponse, mais je le fais quand même. Elle opte pour un microprogestatif. Quels sont les mécanismes d'action? Est-ce qu'il modifie la glaire cervicale? Probablement. J'enregistre ma réponse. Qu'est-ce que je dois faire comme examen biologique à distance? Je recherche une glycémie à jeun et un SAPL, par exemple, et j'enregistre ma réponse. Qu'est-ce qui sera pris en charge à 100% par la sécurité sociale? Pareil, j'enregistre une réponse au hasard, simplement pour finir le dossier et que vous voyez les modalités de correction. Quels professionnels de santé pourront assurer le renouvellement? Mon médecin traitant, le gynécologue, le pharmacien, je ne pense pas, et la sage-femme. Et j'enregistre mes réponses. Une fois que j'ai enregistré toutes mes réponses, je peux, si Zoom me le permet, puisque c'est en bas, je peux terminer ma session. Une fois ma session terminée, j'ai accès à la correction de mon mini-dossier. Et donc, je vois les discordances qu'il y a eu entre ce que moi, j'ai saisi, la deuxième colonne, et la réponse qui était attendue. Ici, j'ai bien eu les bonnes réponses à la question. Et si j'ai besoin, je vais vers le corrigé détaillé qui va m'expliquer pourquoi j'ai eu les bonnes ou les mauvaises réponses. Si j'ai compris, je le mets et je peux passer à la question suivante. Question 2.
On voit ici, sur la droite de l'écran, que je me suis trompé à la question 4. On me demandait quelles sont les contraceptions que je peux prescrire en première intention chez cette jeune fille. Moi, j'ai saisi le patch contraceptif, pourtant, il ne fallait pas le saisir. J'ai oublié de saisir la pilule de 2e génération, pourtant, elle était attendue. Si j'ai besoin d'un corrigé détaillé, je peux aller le chercher dans cet onglet en bas à gauche, comme tout à l'heure. Voici à quoi ressemblent des mini-dossiers progressifs qui sont déjà en ligne, qui sont déjà prêts sur ConfPlus. Si je repasse à ma présentation, je vais vous parler maintenant des zones à pointer. Les zones à pointer, ça va être une des nouvelles modalités d'examen de cette ECN et je vais vous présenter comment, sur ConfPlus, on vous propose de réviser et de faire des évaluations sur ces zones à pointer, avec pour commencer une zone à pointer de neurologie. Alors, j'espère que vous voyez bien la zone à pointer de neurologie que je vais lancer. Je n'ai plus la discussion. Est-ce que vous pouvez me le confirmer, Olivier Oui, Benjamin? on est bien. C'est bon. Donc, je vais lancer le chapitre des zones à pointer. On va me parler donc de neurologie, une série de zones à pointer qui vont me permettre de réaliser des examens. On me demande où se situe le conduit auditif interne droit. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de scanner. Je me trompe entre la droite et la gauche, mais je peux cocher un peu partout où je veux pointer ma zone. Si j'ai juste, alors mon point s'affichera en vert. Et pourtant, j'ai eu faux. Le conduit auditif interne droit, il était ici. Il s'affiche alors en orange. Si je continue mon questionnement de zone impointée, devant ces accidents ischémiques constitués, quels éléments vous permettent d'affirmer que l'ischémie date de plus de 6 heures? Alors, j'ai une séquence que vous connaissez peut-être du T de flair et de la diffusion. Je vois que ici, j'ai un hypersignal de diffusion. Je peux donc considérer que mon scanner est un AVC ischémique de plus de 6 heures. Donc là, il me disait que les bonnes réponses étaient ici, une déjà visible en T de flair. Peu importe les réponses, c'est simplement pour vous présenter la modalité. Pointez là où les... Quand même. Comment? On aimerait bien avoir du vert quand même. C'est vrai? Ah bon, bah là, je vais essayer de vous faire du vert. Pointez là où les anomalies de cette imagerie. Ici, nous voyons peut-être un signe du delta qui correspond à une thrombose veineuse centrale. Et ici, je pointe et je vois du vert, c'est-à-dire que j'ai eu juste pour une fois, j'ai bien pointé l'anomalie. Pointez là où les anomalies du parenchyme cérébral. Ici, je vois une zone de pénombre à droite qui est visible au scanner cérébral. Mais eux, ils me parlaient d'une résorption transépandymère aussi au niveau des 2 ventricules latéraux. Et donc, j'aurais dû noter également ces 2 points-là. Voilà pour la zone à pointer de neurologie que je voulais vous présenter. Si on passe à la cardiologie maintenant, une autre zone à pointer pour que vous voyez à quoi ça ressemble dans une autre matière, si j'y arrive. Là, normalement, nous devons être lancés, si vous me le confirmez, sur une zone à pointer de cardiologie. Oui. OK. Donc, la vidéo commence. Vous allez pouvoir accéder aux zones à pointer ConfPlus de cardiologie. La série numéro 1. Situer l'arc du cœur correspondant à l'artère subclavière gauche et à la crosse aortique. Donc, je vais zone à pointer ma zone que je pense être la bonne et il se trouve que j'ai la bonne réponse. Pointer l'arc du cœur correspondant au tronc de l'artère pulmonaire et à l'auricule gauche. L'artère pulmonaire se projette... Bon, j'ai été un peu large. L'artère pulmonaire se projette un petit peu vers la droite, mais la bonne réponse était ici. Vous l'avez compris, sur ConfPlus, on est prêt à vous préparer aux zones à pointer avec un logiciel qui est efficace, qui est ludique, qui vous permettra de faire ces examens, d'apprendre l'imagerie médicale quand il s'agit d'imagerie médicale. Mais vous verrez dans nos écosses virtuelles que les zones à pointer, elles ne se limitent pas du tout à l'imagerie médicale. Elles peuvent concerner aussi des gestes ou des choix à faire, dont je vais vous parler juste après. Pour repasser à la présentation, en dehors des zones à pointer, ConfPlus est prêt à vous préparer au KFP, ces fameux Key Features Problems, ces problèmes centrés, les nouveaux problèmes, les difficultés rencontrées par les étudiants selon les auteurs des KFP.
Ici, je vais vous présenter un exemple de KFP qui est déjà en ligne et disponible pour vous montrer un petit peu les modalités de ces KFP. Ici, on est donc sur le site ConfPlus. Vous voyez qu'une patiente de 50 ans a une vignette clinique. Une patiente de 50 ans est prise en charge par le SMUR pour une céphalée brutale. Elle n'a pas de suivi médical, elle n'a pas souhaité se faire vacciner contre le Covid. Elle a une HTA, elle n'a pas souhaité de traitement. À l'interrogatoire, elle a eu une céphalée brutale alors qu'elle soulevait une charge lourde. Elle a alors perdu connaissance quelques secondes. Aucun mouvement normal n'a été constaté par ses proches. Elle n'a pas perdu ses urines ni mordu sa langue. Depuis, la céphalée ne cède pas malgré paracétamol et kétoprophène. Le score de Glasgow est à 15, mais il existe une dilatation importante de la pupille droite. Et en fait, le problème ici, c'est cette dilatation importante de la pupille droite. C'est cet élément sur lequel les étudiants se trompent. La lumière est gênante, principalement du côté droit. Elle n'a pas eu de fièvre les jours précédents. La question 1, elle est donc centrée sur un problème classique des étudiants. Comment expliquer cette mydriase unilatérale droite chez cette patiente? La plupart des étudiants, pas vous puisque vous êtes tous brillants, mais la plupart des étudiants va cocher un engagement temporal droit. Parce que l'engagement temporal, il est connu de tous. Quand il comprime le tronc cérébral, il est à l'origine d'une mydriase unilatérale droite. Pourtant, chez cette patiente, un engagement temporal n'est pas possible avec un score de Glasgow à 15. Un engagement temporal, il est toujours source, ou en tout cas très régulièrement source, d'une altération de la vigilance ou d'un coma. Cette patiente, la mydriase, n'est donc pas due à un engagement temporal droit. Et c'est là le key feature problème, le KFP. Chez cette patiente, il fallait cocher une compression directe du nerf 3 par l'anévrisme, ou peut-être même une irritation méningée qui est probable, mais là on vous demande la plus probable. Donc c'est là où votre raisonnement clinique il change par rapport aux ECNI, c'est qu'il y a plusieurs réponses qui sont vraies. Un engagement temporal droit donnerait ce tableau-là, un engagement diencéphalique pourrait également le donner, la compression directe, l'irritation méningée peuvent donner des mydriases unilatérales droites. Pourtant, on va vous demander de choisir. Et ici, la meilleure réponse, c'était celle-ci. Pour un homme de 48 ans, d'autres questions. Lesquelles sont à retenir pour la prise en charge thérapeutique d'un patient qui a une fracture ouverte au niveau de la jambe droite, dont l'hémo-Q est bon? Pareil, il y aura des prises en charge à choisir. Parfois, on va vous demander des choses particulières que vous pourrez cocher. Ça ressemble aux questions à réponse multiple. Vous avez vu un exemple de questions à réponse multiple à menu court entre 5 et 15, 20 propositions. Il y a aussi des réponses à menu plus longues qu'on verra après avec 25 propositions minimales. Il existe un volet costal chez votre patient, lesquels font partie de votre prise en charge parmi les éléments suivants. Est-ce que vous transfusez des culots selon l'histoire qui vous est présentée juste avant? Est-ce que vous réalisez un bilan comprenant le groupage et le rail, etc. Est-ce que vous prenez en charge la fracture de jambe et vous enregistrez vos réponses? Une des nouvelles modalités d'examen qui est déjà disponible sur le site, c'est ces fameux CROC, ces questions à réponse ouverte courte. On vous dit que le patient ici a une saturation artérielle à 93% sous masque à haute concentration, 15 litres par minute. Il est hypotendu à 80-40 et la fréquence cardiaque est à 129 battements par minute. Le plus important dans ce dossier, c'est qu'il existe une asymétrie auscultatoire avec un emphysème sous-cutané de l'hémithorax droit. On vous demande qu'est-ce qui explique le plus, de manière la plus probable, la défaillance hémodynamique. Et donc, je vais écrire qu'il s'agit d'un pneumothorax compressif. Et si je veux être précis, je précise le côté droit. Et j'enregistre ma réponse. Quand je termine ma session, j'ai donc accès à la correction. Je vois que j'ai une très mauvaise note de 3,8 sur 20. Pourtant, j'ai bien trouvé la première question. Il fallait dire la compression directe du nerf 3 par l'anévrisme. Et tout de suite, sur la présentation, vous n'avez pas la correction détaillée, mais elle sera bien évidemment disponible quand le site sera parfaitement prêt. Si on va voir la dernière question qui nous intéresse, qui était le QROC, j'ai coché un pneumothorax compressif droit, ce qui a été obtenu
Là, pour l'instant, les erreurs de CAS, donc les erreurs d'orthographe et les erreurs de majuscules ne sont pas encore parfaitement acceptées, mais elles le seront quand vous attaquerez vos révisions sur le site. Si on continue, donc en dehors de ces KFP, on va parler des TCS. Les TCS, pour l'instant, sur le site, ils ne sont pas encore disponibles, mais c'est une affaire de jours puisqu'ils sont prévus en livraison à partir du 10 juin. Je vous montre toutefois une preview, une image de ce à quoi vont ressembler les TCS sur les sites Conf+. Donc, vous voyez ici une patiente de 65 ans adressée pour suspicion d'embolie pulmonaire. Elle a des antécédents de diabète, d'insuffisance cardiaque et de BPCO. Vous pouvez choisir parmi 5 réponses qui vont de -2 à +2. -2, votre hypothèse est éliminée. 2, il s'agit quasiment uniquement de cette hypothèse-là. Donc, le TCS, il est construit de cette manière-là. Vous pensiez faire un angioscanner thoracique, mais vous trouvez que la patiente est traitée par metformine. Est-ce qu'à votre avis, ça change votre conduite à tenir? Est-ce que vous faites quand même l'angioscanner thoracique ou pas? Ici, par exemple, vous pouvez choisir de cocher que ça ne change rien. Malgré le traitement par metformine, vous considérez que réaliser un angioscanner thoracique, c'est le meilleur choix pour cette patiente pour trouver si oui ou non elle a bien une embolie pulmonaire. Il se trouve que dans cet exemple-là, 80% des experts ont pensé la même chose que vous. Ils ont répondu que dans 80% des cas, ils n'auraient pas changé leur fusil d'épaule. Le traitement par metformine, certes, il va amener des complications de l'angioscanner, mais pour eux, ces complications sont minimes par rapport aux bénéfices attendus. Et donc, ils ont coché à 80% cette réponse-là. Ceux qui auraient hésité et dit « Ah, peut-être que je vais me passer de l'angioscanner et je vais proposer une autre imagerie ou alors ne rien proposer », eh bien, ils auraient pu quand même avoir des points puisque 20% des experts ont considéré qu'il fallait c'était moins probable pour eux de réaliser l'angioscanner thoracique. Voici un exemple de TCS. Je sais que vous n'y êtes pas encore très familier, mais justement, sur Conf+, on a déjà écrit plus de 200 TCS qui seront disponibles en ligne et qui vont vous permettre d'appréhender au mieux cette modalité d'ossimologie. D'ossimologie, ça veut dire les QCM, les TCS, la méthode d'évaluation de vos connaissances. Enfin, on arrive au bijou de Conf+, pour cette année-là, les ECOS. On va vous proposer une méthode alternative puisqu'il n'est pas possible de réaliser des entraînements aux ECOS de manière régulière. Il n'est pas possible d'en faire à la maison puisque ça nécessite un acteur, un évaluateur et un plateau technique. Il n'est pas exclu que parfois on propose des ECOS en réel pour vous préparer. Ces enseignements-là sont également présents dans les facultés, mais ils ne sont pas réalisés de manière assez fréquente pour pouvoir vous préparer correctement aux 356 situations de départ. Nous, on vous propose une méthode qui est basée sur les vidéos à embranchement pour réaliser les ECOS et je vais vous présenter cette méthode-là. Cette méthode, elle est déjà disponible sur le site Conf+. Ici, on va se préparer à réaliser un ECOS sur la gazométrie artérielle. Vous voyez que l'image n'est pas parfaitement réglementaire puisqu'il ne s'agit pas d'une gazométrie artérielle derrière. Donc, je vous présente les fameux ECOS selon Conf+. Ici, on va parler de la gazométrie artérielle et on va rentrer au plus près d'une ECOS réelle. Une ECOS, comme vous le savez, il y a une situation clinique affichée sur la porte. Ici, on vous la présente. Je prends une pause. On va parler de l'item 267, selon la nouvelle numérotation, et de la situation de départ 192. On vous demande en 5 minutes de réaliser une gazométrie artérielle chez Madame J. Une fois réalisée, vous disposerez de 2 minutes pour décrire le résultat de cette gazométrie. On vous dit, pour nos séries à nous, Conf+, que vous devez tout faire en 7 minutes. Si vous dépassez, vous ne pourrez pas être noté. Ici, pour ces ECOS virtuels, on vous propose une série de vidéos d'embranchement. Ça veut dire que, selon vos choix, la suite de la vidéo ne va pas être la même. Si vous choisissez mal de réaliser un examen, vous n'y aurez pas accès et vous ne pourrez pas avoir l'ensemble des points de cette ECOS. Par exemple, si devant une douleur thoracique, vous ne demandez pas un ECG, il ne vous sera jamais présenté et donc vous ne pourrez pas répondre aux questions sur cet ECG
vous aurez une moins bonne note que celui qui aura pensé à le faire. On va continuer cette Écosse virtuelle. Vous rentrez dans la chambre. Bonjour Madame J. Bonjour. Je suis l'étudiante qui va venir vous réaliser une gazométrie artérielle. D'accord. On vous demande la première situation. Vous choisissez d'expliquer votre geste ou alors vous n'avez pas besoin d'explication, vous passez directement aux choses sérieuses. Par exemple, si on choisit de faire le bon choix, ici c'est volontairement assez simple pour que vous compreniez la modalité qu'on veut vous présenter. Vous choisissez d'expliquer le geste que vous allez réaliser à la patiente. Et donc, vous avez une vidéo d'explication du geste. On va faire une analyse des gaz de votre sang pour voir comment vous respirez. Donc pour ça, je vais venir piquer sur une de vos artères au poignet. C'est une petite ponction qui peut être un tout petit peu douloureuse au moment de la piqûre, mais ça ne dure vraiment pas longtemps. Ici, on vous pose la première question de cette Écosse. Quel mot auriez-vous pu éviter d'utiliser pour l'explication du geste? Par exemple, on demande souvent de ne pas utiliser le mot douleur ou de ne pas utiliser le mot piquer qui font référence à des choses un peu négatives qui vont mettre un état d'esprit du patient un peu négativement. Et ça, le jour des Écosses, vous devrez y penser. Vous devrez ne pas utiliser ces mots-là. Nous, pour vous y faire penser, on a présenté ça de cette manière-là. Donc là, vous validez et vous avez 100% de la note à cette question. Vous avez parfaitement bien répondu. Pensez-vous qu'un test soit nécessaire avant de réaliser l'examen? Vous ne voyez pas de test, vous ne le savez pas, vous cochez non. Vous êtes devant une erreur de parcours. Vous allez être redirigé puisque vous vous êtes trompé. Avant l'examen, je dois réaliser le test de... Il fallait réaliser un test pour cet examen. On vous demande son nom. Peut-être vous vous en souvenez, peut-être que non. Le test à réaliser avant une gazométrie artérielle, c'est le test d'Allen, A2LEN, que je viens de remplir. Ici, si j'ai bon, alors je vais pouvoir réaliser le test d'Allen. Je réalise le test d'Allen. Allez-y, pompez avec votre main. Relâchez. On recommence. Lâchez. Ici, j'ai une nouvelle question qui s'affiche. Quel est le site de ponction habituel d'une gazométrie artérielle? Donc, je peux choisir sur mon image où est-ce que je vais réaliser la ponction artérielle. Soit sur l'artère ulnaire, soit sur l'artère radiale. Ici, c'est sur l'artère radiale. Je coche. J'ai encore 100% de bonnes réponses à mon Écosse. On vous dit que la patiente est droitière, que les pouls et les différents tests sont identiques des deux côtés. Sur quel bras préférez-vous réaliser la gazométrie? Je vais réaliser sur le bras gauche. Donc le test d'Allen est bien de ce côté et je sens bien l'artère. Je vais donc réaliser la gazométrie à gauche étant donné que la patiente est droitière. Voici tous les éléments mis à ma disposition pour réaliser cette gazométrie. Donc d'abord pour réaliser l'anesthésie locale. On vous demande quelle seringue utiliser pour l'anesthésie locale. Il n'y a pas forcément des réponses justes ou fausses parfois. Parfois, plusieurs réponses sont possibles. Ici, il fallait utiliser cette seringue. C'est une question classique. On peut continuer dans notre Écosse. J'attends que ça charge. Il y a un petit peu J'ai à ma de... disposition des compresses stériles, non stériles et 2 choix d'antiseptiques. Le jour de l'Écosse, vous aurez à votre disposition plusieurs matériels. Certains matériels seront pour vous mettre en défaut, pour vous faire vous tromper. Et donc, il ne faudra pas vous tromper le jour de l'Écosse réelle. C'est ce qu'on a essayé de représenter dans ces Écosses virtuelles. Et par exemple, ici, vous pouviez choisir de réaliser votre désinfection avec des compresses stériles et de la chlorhexidine. Si vous choisissez ce choix-là, vous pouvez continuer dans votre Écosse sans erreur de parcours et vous allez réaliser la désinfection. Avec de la chlorhexidine alcoolique. Je désinfecte le bras du patient.
Est-ce que vous vous lavez les mains avant le geste? Alors, si vous cochez oui, eh ben, vous allez être amené à vous laver les mains. Si vous cochiez non, il pouvait y avoir une erreur de parcours. Est-ce que vous devez vous réaliser une désinfection des mains? On va cocher oui. Alors, si vous cochez oui, la vidéo continue vers la désinfection des mains. Si vous aviez coché non, vous seriez directement en train de faire le geste sans gants, sans les mains lavées. Est-ce que vous choisissez des gants stériles ou non stériles? Je vais essayer une erreur, je vais choisir des gants stériles. Que se passe-t-il? J'ouvre donc des gants stériles. C'est une erreur. Et nous, pour le but pédagogique, on vous signale votre erreur pour ne pas être orienté à tort dans une mauvaise direction. Mais le jour de la réelle Écosse, vous devrez bien sûr choisir les bons gants. Ici, on vous signale l'erreur de parcours. Vous allez être redirigé. C'est une erreur. Il fallait choisir des gants non stériles. Est-ce que vous réalisez finalement une anesthésie locale avant la ponction? Ici, pas de réponse franche. Il n'est pas absolument nécessaire d'en réaliser une. Vous avez choisi non. J'utilise. Et là, on vous demande de choisir une association de matériel pour réaliser votre ponction. Soit cette première association, soit cette deuxième, soit cette troisième, soit cette quatrième. Bien sûr, on a pensé à touche et conf+. Et si vous choisissez la quatrième parce que vous voulez faire les malins, eh ben, on va faire une ponction artérielle avec la dernière. Non, vous avez une erreur de parcours, on va vous rediriger vers la bonne solution. Le bon montage à réaliser était celui-ci. Donc, comment on choisit de faire la désinfection? De l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur? Vous continuez dans votre Écosse en choisissant la bonne proposition. De l'intérieur vers l'extérieur. Vous avez compris que le but de ces vidéos, c'est à la fois de vous expliquer ce qu'il faut faire, mais aussi de vous questionner sur ce qu'il faut faire. Ici, vous réalisez le geste. Je recherche le trou artériel. Ça vous permet de vous réexpliquer comment il faut faire une gazométrie artérielle. Entre mes doigts au niveau du cou. Donc, j'ai réussi ma gazométrie artérielle. Je vide l'air. Est-ce que vous rebouchez l'aiguille? Une erreur classique que tout le monde fait, même moi je le fais. Et là, vous choisissez oui. Non, non. Ah, elle va se piquer. Erreur de parcours. Il ne fallait pas reboucher l'aiguille, mais on n'a pas piqué ma chère externe qui déjà nous aidait pour la réalisation de cette Écosse. J'enlève mon aiguille en faisant attention de ne pas piquer. Je viens la mettre dans la boîte jaune. Puis, je remue la gazométrie avec le sang que je viens de prélever. Donc, je vais venir réaliser un pansement à ma patiente, soit un cicatré, soit un compressif. Quel type de pansement choisissez-vous? Ici, on va proposer un pansement compressif pour continuer dans le bon sens notre Écosse. Et donc, vous réalisez le pansement compressif. Le geste est terminé, madame. Je vais donc aller analyser vos gaz du sang. Elle lui explique qu'elle analyse les gaz du sang et vous, on vous les présente. Le pH est à 7,20, la PCO2 est à 36, les bicarbonates sont à 15 et la PO2 est à 50. On va vous demander de choisir les réponses exactes concernant cette gazométrie artérielle. Est-ce qu'il existe une acidémie d'origine métabolique avec une hypoxémie associée ou bien une alcalémie dont l'origine serait respiratoire ou des associations diverses et variées? Vous cochez les bonnes réponses et vous pouvez poursuivre dans votre Écosse. Choisissez-vous d'expliquer les résultats à la patiente ou vous n'allez pas la revoir après ces examens-là? Bien sûr, vous le savez, dans les Écosses, l'humanité est largement représentée. Si vous êtes poli, si vous vous présentez, si vous parlez gentiment aux patients, que vous leur expliquez les gestes, alors vous aurez plus de points. C'est vers ça qu'on va essayer de vous entraîner en pensant à chaque fois qu'il faut expliquer les examens à la patiente. Il y a une acidémie par acidose métabolique et aussi une hypoxémie. L'Écosse est terminée. Nous allons faire des examens complémentaires pour explorer ce que nous venons de trouver et on vous tiendra au courant. Au revoir, madame. Au revoir. Vous sortez de la pièce et on espère que vous avez réussi à réaliser cette Écosse en moins de 7 minutes. Ici, on a mis 7 minutes 32 pour réaliser cette Écosse.
je ne me suis pas trop trompé de parcours, donc j'ai pu répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Il y avait 8 questions posées, j'ai répondu aux 8 et j'ai parfaitement réussi l'ensemble de cette Écosse. Je suis arrivé à la fin de mon Écosse, mais j'ai eu quelques messages d'erreur. Mon parcours n'a pas été exemplaire. Je peux maintenant télécharger la fiche de l'item. J'espère que vous voyez mon écran. Je télécharge directement la fiche de l'item qui correspond à mon Écosse pour que je puisse le réviser. Éventuellement, je peux aussi télécharger la fiche récapitulative de l'Écosse ainsi que sa correction. Voilà donc ce qu'on vous propose chez ConfPlus pour travailler vos Écosses à la maison, dans de bonnes conditions, avec toutes les situations et pas une seule fois par an à la faculté de médecine. On peut passer pour un petit temps à la réponse aux questions où Olivier et Benjamin, si vous avez des remarques, vous pouvez bien sûr les proposer. Et dans un second temps, si vous le souhaitez, on pourra répondre à des TCS ou à des mini-DP que vous ferez vous-même en ligne. Olivier? Oui, bah écoute, merci Pierre-Antoine pour ta présentation et effectivement cette overview là de tout ce qu'on propose sur ConfPlus. C'est très très bien. J'espère que ça vous a plu, que ceux qui nous regardent et qui nous suivent encore ont apprécié. On a vraiment accès à un tas d'outils pédagogiques. Peut-être il y a un petit outil auquel tu n'as pas pensé, Pierre-Antoine, c'est les mémos vidéo. Donc, que je peux éventuellement présenter rapidement si vous voulez, donc, qui font partie aussi des outils pédagogiques qu'on utilise et qu'on met en place sur le site ConfPlus. C'est en fait des vidéos interactives qui viennent en soutien de la fiche de cours. Alors, je vais essayer de partager mon écran pour vous présenter ça. Alors, est-ce que je peux partager mon écran? Et non, je ne peux pas. J'ai arrêté le mien. Pendant que tu mets ça en place, Olivier, ouais. Je pensais on a une question tout à l'heure, mais une question, je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. C'est pour la promo de transition. Est-ce que la promo de transition, est-ce qu'ils auront des points pour leur parcours? Alors, je crois que non. Il n'y a pas de points de parcours pour la promo de transition. Pour la promo de transition, donc ces fameux étudiants qui vont rentrer en dernière année en novembre 2022, cette année, qui vont passer les ECNI en mai 2023, donc, il y aura effectivement un ECNI de transition. Vous devrez passer des Écosses pour valider l'équivalent de votre CSCT, mais ces Écosses ne compteront pas dans la note finale qui fera le classement. Il n'y aura pas d'évaluation de votre parcours non plus. C'est prévu uniquement pour la réforme du deuxième cycle à partir de la rentrée 2023 pour les dernières années. Donc, le CNI transitoire, c'est quelque chose d'un peu flou, mais en tout cas, vous aurez un examen qui sera composé à la fois d'épreuves de questions isolées, de dossiers progressifs, de LCA avec 2 textes. Ça, c'est les modalités classiques. Par contre, dans vos épreuves, vous aurez des mini-dossiers, des crocs, ces fameuses questions courtes où vous devrez écrire vous-même le mot que vous souhaitez mettre. Il y aura des zones à pointer, il y aura des tests de concordance de script et il y aura des KFP. C'est globalement les anciens ECN, mais avec les nouvelles modalités. Donc ça ne concerne qu'une promo, c'est la promo de transition. Mais tout ce qu'on vous a présenté là sont des outils qui peuvent aider à cette promo de transition, si ce n'est les Écosses qui serviront que à valider votre CSCT et non pas pour vous classer selon la ville et la spécialité. Oui. Merci Pierre-Antoine. Et donc Olivier, tu vas nous parler des mémos vidéo. C'est une chose qu'on a mise en place avec Florian Manicardi, champion de France de mémoire. Oui, c'est ça. Je vais vous les présenter rapidement pour qu'on ait vraiment la vue d'ensemble de tous les outils qu'on propose sur ConfPlus. Et puis après, on pourra faire évidemment une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à réfléchir à vos questions, à les mettre dans le chat. Et puis, Benjamin, Pierre-Antoine et moi, on y répondra. Alors, du coup, les mémos vidéo, à quoi ça ressemble? Donc, ce sont en fait des podcasts audio que je vais vous montrer qui sont faits à partir de nos fiches ConfPlus. Et à des moments, en fait, il y a des questions, des interactions qui apparaissent pour vous permettre de mémoriser plus facilement les points clés du cours. Donc, j'ai pris comme exemple ici la fiche sur l'item 33, allaitement maternel. Donc, vous avez cette présentation où on peut télécharger la fiche liée à l'item 33. Et ensuite,
vous avez le podcast audio. L'allaitement maternel. Tout d'abord, une première partie sur sa physiologie. Durant la grossesse, des unités sécrétoires vont être formées. Elles sont composées d'alvéoles et de canaux galactophoriques. Donc là, vous avez en fait le conférencier qui, à partir de la fiche de cours, vous explique un petit peu le contenu du cours. Et à différents moments, il y a en fait des interactions comme ça qui apparaissent. Immunitaire. Avec par exemple ici un texte à trous qui vous permet en fait de stimuler un petit peu votre attention, votre mémoire, et c'est accentué sur des points clés du cours. Alors là, par exemple, les 2 premiers jours postpartum, il va y avoir une excrétion du colostrum, il est riche en protéines, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez avoir des interactions comme ça, sous forme de texte à trous, sous forme de flashcards, sous forme de questions vrai-faux. Et ça, on a ces mémos vidéo sur l'ensemble des items du programme R2C. Donc, bien évidemment, c'est classé en rang A ou B. Et on les propose dès à présent sur notre site. Voilà, pour être vraiment complet sur tous les outils de Conflux. Merci, Olivier. Est-ce que vous avez des questions particulières auxquelles on peut répondre? Alors, je n'ai pas accès tout de suite à la discussion. On a eu une question de Aya. Je lui ai répondu par écrit, mais j'en profite pour dire aux autres. Aya nous demandait si ça pouvait être intéressant d'intégrer Conflux dès la D1. Alors, mon opinion, c'est que oui, mais alors sans aucune pression, simplement en D1. C'est simplement pour commencer à apprendre à son rythme avec les outils pédagogiquement puissants qu'on propose pour se préparer en parallèle en fait, de ce que tu fais à la faculté. On a d'ailleurs ouvert pour ça en fait, une formule d'abonnement qui est dite à vie, dans laquelle en fait, c'est l'équivalent de 2 ans d'abonnement. Je crois que c'est à 800 € pour les 2 ans. Mais en fait, avec cette formule, on te garde ton compte ouvert à vie. C'est-à-dire, dans ton cas, tu aurais D1, D2, D3, et après, ça continue à te suivre pour ta formation médicale continue. Parce qu'on a pas mal de collègues qui étaient abonnés à Conflux et puis qui restent chez nous pour mettre à jour leurs connaissances de base, les conférences de consensus, entretenir ces connaissances de façon un peu ludique. Donc, moi, je pense que, aussi bien pour les vieux comme moi qui réactualisent leurs connaissances que pour les jeunes comme toi qui commencent à regarder, mais sans une optique de concours forcément, moi, je trouve que le site est très intéressant. Enfin, et d'ailleurs, on va normalement lancer une formule un peu mixte avec un peu de présentiel ou de live en direct comme on fait là et une partie autonome sur le site. Mais à mon avis, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est très intéressant d'avoir à la fois le site et nos explications en direct live quand il y a besoin sur des points compliqués. Bref, on en reparle quand tu veux. Ouais, donc il y a encore pas mal de gens qui nous suivent. Si vous êtes toujours là et que vous avez des questions, c'est vraiment le moment de les poser puisque on va rester encore quelques minutes, Pierre-Antoine, Benjamin et moi, pour vraiment répondre à toutes vos questions, vos interrogations, que ce soit bien évidemment au sujet de la R2C, même si tout n'est pas encore gravé dans le marbre, ça peut évoluer, ça peut bouger. On a présenté vraiment les bases qu'on met en place en fonction des réformes qui sont sorties, mais voilà, on n'est pas devin non plus, on ne sait pas ce que demain le CNG va nous proposer, mais on peut également discuter de la médecine et de toutes vos questions. Et ce qui est intéressant, je vais me permettre, puisque ça fait 20 ans que j'ai fait Conflux, ça doit être la 4e réforme. Et à chaque fois, c'est un petit peu le bazar au début quand on nous annonce la réforme qu'elle va se mettre en place. Mais à chaque fois, on s'est adapté aux nouvelles modalités et on a toujours été à peu près juste sur ce qui était demandé. Donc moi, je ne suis pas très inquiet puisque vous avez vu le type de cas qu'on va utiliser pour vous faire apprendre et les modalités, elles sont assez pertinentes. Donc, même si des petites choses bougent à la marge entre maintenant et les premiers concours, on sera adapté puisqu'on a fabriqué toute l'infrastructure qui nous permet de vous donner tous les contenus intéressants. Alors, on a des petites questions là. Il y a Quentin qui pose la question sur les stations d'Écosse. Est-ce qu'elles seront toutes disponibles sur le site ?
Alors, c'est l'objectif, effectivement, que les 356 situations de départ soient abordées sur le site. Alors, ça demande un peu de temps et de travail pour qu'elles le soient. On va d'abord couvrir les situations les plus fréquentes, les plus importantes, au moins un type voire par domaine. Par exemple, le domaine d'une annonce. Donc, il y a 11 domaines pour rappel. On fera au moins, c'est certain, plusieurs écosses par domaine. C'est-à-dire, on vous montrera une annonce d'une maladie grave, la lecture d'un examen clinique, d'un examen à commenter, etc. Et ça sera prêt, j'imagine, Benjamin, d'ici novembre. Les 356 situations de départ? Pas du tout. Au moins une par domaine. Ah oui, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Ah oui, ça certainement, mais certainement. Ouais. Alors oui. Et d'ailleurs, je tiens aussi à rajouter que derrière, on est toute une équipe et qu'on peut répondre à vos questions quand vous nous sollicitez. Nous, en tant que cadre, évidemment, on n'est pas forcément les plus à même de répondre, mais on a toute notre équipe de conférenciers, parce que je réponds à la question d'Arthur aussi en même temps, toute une équipe de conférenciers avec une trentaine, quarantaine, cinquantaine de conférenciers qui travaillent assez régulièrement pour nous, qui créent du contenu régulier, mis à jour, R2C, qui colle au dernier collège et qui pourront évidemment répondre à toutes vos questions si vous en avez. Enfin, pour les abonnés de la plateforme ConfPlus, évidemment. Hein. Il y avait une autre question un peu plus précise, qui a disparu. Je ne l'ai pas. Alors oui, des informations concernant les étudiants hors France. Benjamin, tu as répondu peut-être à la personne qui a posé la question sur les informations concernant... Oui, pour les étudiants étrangers, moi, c'est difficile par rapport aux ECOS, mais sinon pour les EDN, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Pour l'instant, les étudiants qui sont hors France, ils ont le droit de s'inscrire aux ECN. Sur la partie EDN, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Après, pour la partie ECOS en présentiel, les tests des étudiants, ça, je ne sais pas trop comment ça va être géré, mais je suis certain que le CNG et le reste ne le sait pas non plus. Hein. C'est ça, je crois que même dans les textes officiels, il faudrait que vous les regardiez, mais il y a très peu d'informations sur les modalités d'examen et tout ça. Donc, pour les étudiants hors France, je crois que malheureusement, rien n'a été tranché. En tout cas, pour les étudiants en France, il faut se préparer à la partie théorique des examens, parce qu'il n'y a pas que les ECN. Pour les gens qui sont hors France, il y a aussi d'autres types d'examens qui permettent d'intégrer le cursus français, type PAE, EVC. Enfin, donc, nous, on a régulièrement des étudiants qui s'inscrivent sur ces modalités-là. Et il y aura toujours un accès aux étudiants étrangers à nos cursus français. Donc, se préparer sur la partie théorique, c'est toujours profitable. Yes. Bon, et on a toujours pas d'autres questions, alors n'hésitez pas, hein, on est toujours là, toujours dispo. On peut vous proposer, pour ceux qui restent, de réaliser un TCS en ligne, si vous le souhaitez. Je ne sais pas si, Benjamin, tu veux qu'on le lance ou pas. Bah oui, c'est toujours sympa. Alors, par exemple, donc vous pouvez flasher, pardon, j'aurais dû vous le montrer plus longuement, excusez-moi. Vous pouvez flasher ce QR code chacun chez vous et nous allons réaliser un TCS pour que vous appréhendiez pour la première fois peut-être cette nouvelle modalité. Donc, je vous laisse quelques minutes pour flasher ce code. Juste pour info, nous, en 2013, on avait préparé les TCS pour ConfPlus parce qu'ils étaient déjà annoncés en 2015. Et donc, c'est des modalités qu'on avait pris l'habitude de travailler. Et ça a été annulé à la dernière minute, vraiment fin 2015 pour 2016, en disant c'est compliqué pour les raisons que je vous exposais tout à l'heure, d'anonymisation des sujets par rapport aux experts. Et en tout cas, nous, c'est des modalités qu'on avait l'habitude de travailler. Ouais. Donc, par exemple, si nous réalisons ce TCS, donc ce n'est pas sur le site ConfPlus, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passera sur ConfPlus, mais c'était simplement pour vous faire travailler sur ce genre de sujet. Un patient de 90 ans vient d'être victime d'un accident vasculaire cérébral et devra être alité de manière prolongée.
si tu penses à un risque d'escarre cutané et qu'il existe un déficit neurologique étendu, est-ce que ça impacte le risque d'escarre cutané en plus ou en moins? Ben, je vous laisse choisir chacun chez vous. Mais est-ce que toi, Pierre-Antoine, tu peux nous afficher ton écran? Ouais, il faudrait que tu partages ton écran. Ah pardon, excusez-moi, je croyais que c'était le cas. Tac, tac. Excusez-moi, je pensais que vous le faisiez. Merci. Vous avez flashé le QR code du coup ou il n'était pas partagé? Si, Le QR code était partagé. D'accord. Et là, est-ce que vous voyez mon goût flash du coup? C'est bon. Ouais. Pardon. Donc, un patient de 90 ans, je vous disais, victime d'un accident vasculaire cérébral. Si on pense à un risque d'escarre cutané et qu'il existe un déficit neurologique, je vous laisse choisir. Par exemple, Olivier, tu choisirais quoi? Quel est l'impact sur l'hypothèse? Je pense que c'est positif, voire fortement positif. Hein. Eh bien, c'est là où il faut trancher et c'est parfois là que c'est le plus difficile. Allez, je vais mettre fortement positif. Fortement positif. Je réponds et je vois que 50-50. Tu avais de la chance. La réponse, le panel s'était prononcé de la même manière entre plus 1 et plus 2. Il y avait plus de chances d'avoir un risque d'escarre en cas de déficit neurologique étendu. Voilà à quoi ressemble un TCS. Je vous laisse profiter du reste si vous voulez le faire à la maison. Oui. Mais c'est vrai que c'est une modalité très intéressante, hein, le TCS, mais comme on l'a dit, très difficile à mettre en place. Quoi. Alors, il y a une question sur le... Il y a une question, on la prend peut-être juste après. On continue le flash ou pas? Ah pardon, excusez-moi. Si on pense à un risque de dénutrition et qu'on découvre un diabète, Benjamin, est-ce que ça a un impact sur notre hypothèse? Attends, sur notre hypothèse. On Donc, pense à l'hypothèse, c'est le risque de dénutrition. un diabète. Ah oui. Donc, je mets quoi? Moi, je dirais que c'est positif. Positif. Pas fortement positif, mais je dirais positif. Oh. Eh bien, non. Ah non. C'était neutre, voire négatif. Il n'y avait pas de plus de risque de Je précise qu'à la ville, je suis chirurgien plasticien et je prends assez peu en charge des gens victimes d'AVC et à risque de dénutrition. Heureusement. Hein. Allez, un dernier peut-être. Si on pense à une surinfection et qu'on découvre un diabète, cette fois-ci, Benjamin? Attends, parce que Kevin m'a envoyé autre chose. Attends. Allez, cette fois-ci, tu alors, oui. Positif, hein. Mais là, bien sûr, fortement positif pour la plupart des experts. Donc, vous voyez qu'il y a un panachage des réponses. Vous n'avez pas forcément tort si vous ne mettez pas fortement positif, mais en fait, le plus d'experts a mis fortement positif. Donc, vous n'auriez pas eu la totalité des points en cochant positif simplement. Oui, et je comprends pourquoi, parce que diabète, en fait, là, ça va être un terme finalement un petit peu générique, parce qu'on peut imaginer que ce soit un diabète parfaitement bien contrôlé, assez récent, etc. Auquel cas, on a juste peut-être un petit impact positif, alors qu'un diabète avec la bonne microcirculation bien altérée, etc., et déséquilibré, là, le risque d'infection, il est fortement positif. Ouais. Et par exemple, un exemple qui est frappant pour les TCS, c'est vous êtes devant une douleur thoracique, vous pensez à un infarctus du myocarde et vous apprenez que le patient a une hypertension artérielle. Est-ce que ça change votre hypothèse? Le problème, c'est que l'hypertension artérielle, elle est non seulement le facteur de risque d'infarctus du myocarde, mais elle est aussi et surtout le facteur de risque de dissection aortique. Et donc, c'est ce jugement-là que vous avez aux urgences en tant que médecin de dire oui, il a une HTA, ça fait plus de SCA, de syndrome coronarien aigu, mais ça fait aussi plus de dissection aortique. Il faut peut-être que je le scanne ou il faut peut-être que je lui fasse un électrocardiogramme. Et ça, ce n'est pas mesurable actuellement avec les QCM, alors que ça l'est avec les TCS. Les experts, ils savent tout ça et ils vont forcément dire ah ben non, vous avez pensé au syndrome coronarien, mais moi je pensais à la dissection. Il y en a 50-50 qui vont penser et donc vous aurez un panachage des résultats. C'est passionnant. On avait une question du public. On se demandait sur quoi on se basait pour créer tout notre contenu, si on était plusieurs médecins à le faire, etc. Alors, déjà, je te rassure, moi, par exemple, j'en fais très, très peu des contenus et on est une très, très grosse équipe de médecins qui travaillons sur l'histoire. Combien on est, Olivier, Pierre-Antoine, vous avez une idée de combien on est à travailler sur ConfPlus?
Moi, je te dis entre 30-40 conférenciers réguliers qui nous envoient du contenu, avec qui on échange. Donc évidemment, toutes spécialités confondues, hein. Les 44 spécialités sont représentées. On a des conférenciers qui sont maintenant même MCUPH, PUPH, et puis d'autres qui sont internes, plus jeunes, qui sortent des ECN 2020, 2021. Voilà, on a vraiment des profils très très différents, mais les meilleurs. Bien sûr. Souvent des gens qui effectivement ont eu un parcours assez bon, étudiants en tout cas, qui sont là. C'est des gens fatalement très motivés. Et le panachage dont parle Olivier, le fait d'avoir à la fois des internes, mais aussi des MCUPH, peut-être même des PUPH, ça a un vrai intérêt pour certaines modalités d'examen. Parce qu'en fait, un PUPH, il ne pense pas exactement comme un interne d'une situation. Et en fait, c'est bien les PUPH qui vont finir par rédiger vos examens. Donc, d'avoir des gens avec un peu plus d'expérience, parfois, on se rapproche un peu plus de la vérité. Et bien sûr, toutes les bases sont faites via les mêmes supports de cours que ceux que vous avez, c'est-à-dire les collèges, qu'on relit très régulièrement quand on écrit du contenu. Benjamin, je ne suis pas sûr que tu en lises, mais vu que tu ne fais pas de contenu, ce n'est pas gênant. Mais effectivement, on se base aussi sur les fiches LISA qui ont été préconisées pour les rangs A et rangs B. Les fiches Conf+ ont été éditées dans ce sens-là. Et bien sûr, tout est parfaitement au programme de l'EDN et des Écosses, puisque les Écosses ne font pas partie exactement de l'EDN. Ouais. Est-ce qu'il existe encore d'autres questions? C'est l'occasion, on est très disponible pour y répondre. Ouais, j'ai pas vu d'autres questions passer. Arthur, sur Facebook Live, il y a des gens qui nous posent des questions auxquelles on peut répondre en direct ou... Ok. Bon, eh bien, si vous le souhaitez, on pourrait clôturer cette réunion. Pierre-Antoine, qu'est-ce que tu nous dirais sur... J'en profite pour vous dire que sur Conf+, on aura vraiment tout. Les Écosses, les TCS, les KFP, tout ce qu'il faudra faire à l'EDN, vous pourrez vous y entraîner sur Conf+. Si jamais vous souhaitez avoir des informations supplémentaires, je crois qu'Arthur, tu voulais faire passer un lien dans les discussions. Ce lien, il amène vers une visite gratuite de Conf+. Par exemple, vous pouvez mettre votre mail, choisir ce pourquoi vous voulez être contacté et nous pourrons vous recontacter. Bien sûr, vous voyez ici, par exemple, mon adresse mail ici. Vous pouvez nous contacter directement pour avoir des informations supplémentaires sur la réforme et sur la réforme via Conf+. Comme l'a dit Benjamin, le but de Conf+, c'est de vous aider dans ces enseignements. Il y a certains enseignements qui, à la faculté, ne pourront pas être faits de manière aussi régulière, ne pourront pas être faits à n'importe quel moment. Et c'est vers ça qu'on veut tendre, c'est vous former quand vous le souhaitez à tout. Oui, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire, hein. Le petit plus qu'on a aussi avec Conf+, c'est qu'on peut faire les conférences, les entraînements, les questions quand on veut, où on veut, si on veut, sur les items qu'on veut. Voilà, c'est finalement une grosse différence avec ce que proposent d'autres conférences plus classiques où vous êtes obligé d'y aller le samedi matin de 9h à midi si vous n'avez pas envie ou si vous n'avez pas révisé l'item sur lequel ça tombe, vous êtes quand même obligé d'y aller. Voilà. Avec nous, vous pouvez réviser les items que vous voulez, à votre rythme, quand vous le voulez, et on vous accompagne du début à la fin, vous le voyez bien. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous solliciter et à venir nous questionner régulièrement. Et je te remercie Pierre-Antoine pour ta présentation de ce soir à l'occasion. C'était très clair et très complet. Merci Olivier. Vous avez le lien que Kevin vient de vous partager sur la discussion, si vous voulez recevoir des informations sur Conf+. Bonne soirée à tous. Je vous remercie tous d'avoir partagé ce live. Merci tout le monde.